Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce webinaire consacré à la filière sorgho. Donc comme chaque année, on se retrouve pour partager les infos de la dernière campagne et puis parler des dernières actualités techniques. Alors je ne me suis pas présentée, donc moi c'est Aude Carrera, je suis animatrice de la filière sorgho pour Arvalis. Et donc aujourd'hui, j'interviendrai sur le bilan de campagne et je serai accompagnée de plusieurs collègues. Alors dans l'ordre de leur intervention, Sandrine Voland qui nous parlera des herbages, donc qui est notre spécialiste des herbages sorgho chez Arvalis. Ensuite, Agnès Tréguier prendra la parole, donc elle est ingénieure dans notre service R&D consacré aux variétés et à la génétique, et elle est plus particulièrement spécialisée, entre autres, sur le sorgho. Donc elle nous parlera progrès génétique, elle nous présentera aussi les résultats variétés, et elle sera pour ça accompagnée de deux collègues en région, Ophélie pour la zone méridionale qui s'occupe habituellement de Rhône-Alpes, et Clément pour le Magnereau qui s'occupe de toute la partie Poitou-Charentes. On est aussi accompagné de Bastien, ingénieur dans la région centre, qui recueillera vos questions et nous aidera aussi à répondre, puisque c'est l'interlocuteur privilégié de la zone septentrionale dans le centre de la France sur les questions liées au sorgho. Alors, le programme de cette réunion, donc tout d'abord les actualités du sorgho à travers les résultats et le bilan de la campagne 2025. Donc ensuite, on parlera choix de la stratégie des herbages. Je l'ai déjà évoqué, mais on verra des résultats sur l'évaluation du progrès génétique en sorgho grain, ainsi que les résultats annuels et pluriannuels des variétés en sorgho grain et en sorgho fourrager. Alors on commence tout de suite par les actualités de la campagne 2025. Un petit aperçu du niveau de production en sorgho et son évolution depuis plusieurs années. Donc ici, vous l'avez l'année 2025 que vous pouvez comparer à la moyenne 2020-2024. Donc c'est des chiffres agrestes qui sont présentés. Donc vous voyez qu'en 2025, avec des surfaces autour de 63 500 hectares, on a évidemment baissé par rapport à 2024. Rappelez-vous qu'en 2024, les semis des céréales à paille avaient été difficiles en automne 2023, donc il y avait beaucoup de surface disponible pour les cultures de printemps qui avaient profité pour augmenter considérablement la surface. Le sorgho en avait bien profité en montant à près de 100 000 hectares. Donc là, on est évidemment revenu à un niveau plus classique, mais on est resté un peu supérieur aux années antérieures, 2022-2023, donc 63 000 hectares, ce qui porte la production à 294 000 tonnes environ. Vous voyez qu'on est bien inférieur au niveau de production moyen, en raison de la baisse des surfaces, mais aussi à des rendements qui sont cette année très décevants, j'ai envie de dire encore une fois. Donc en 2025, la moyenne de rendement national est autour de 46 quintaux, c'est moins 3 quintaux par rapport à ces dernières années. Donc une année très difficile, et on va y revenir. Je voulais faire un focus sur l'évolution en région. On voit que selon les régions, l'évolution des surfaces sorgho est un petit peu différente. Donc on note par exemple le sud-ouest, où là on note bien la baisse assez forte de 2025, que ce soit en Midi-Pyrénées ou ici en Aquitaine, et on voit qu'on est revenu pour le coup à un niveau un peu inférieur à 2023, donc c'est des surfaces sorgho qui ont fortement baissé dans le sud-ouest, mais rappelez-vous que 2024 avait déjà été une année difficile, ce qui explique sans doute cette baisse des surfaces. Poitou-Charentes, on reste à un niveau à peu près équivalent à 2023. Il y a deux régions qui sortent un peu du lot, c'est la région Rhône-Alpes, parce que en fait là on voit que la baisse elle est continue et régulière depuis plusieurs années. Donc on voit que vraiment on a perdu des hectares sorgho dans la région Rhône-Alpes et que chaque année cette perte s'accentue encore un peu. Et puis l'autre région où l'évolution est un peu différente, c'est la région centre, où en 2025, on a une hausse encore
des surfaces par rapport à 2024 où on avait déjà eu une forte hausse. Alors, sans doute parce que les rendements dans la région centre sont plutôt corrects ces dernières années, mais surtout parce que dans la région centre, il y a eu également sur l'automne 2024 et donc sur la campagne 2025 des problèmes de semis de céréales à paille comme l'année d'avant, peut-être même plus marqué de l'année d'avant selon les remontées des collègues du centre, ce qui explique qu'on avait encore pas mal de cultures de printemps et de la place pour le sorgho. Là, c'est les rendements, le niveau de rendement par région qui vous est présenté, donc c'est toujours des résultats agrestes, hein. Donc et on voit ici la région centre avec une moyenne de rendement autour de 54 quintaux qui est supérieure à la moyenne de ces dernières années. C'est la seule région qui affiche un rendement correct cette année. Vous voyez que toutes les autres régions sont en baisse, voire en forte baisse. Donc à l'image du Poitou-Charentes ou du Sud-Ouest, on a l'Aquitaine un peu plus stable. Et on note les très mauvais résultats des régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, avec des rendements moyens inférieurs à 40 quintaux et des baisses très fortes de plus de 20% hein, du niveau de rendement par rapport à la moyenne pluriannuelle. Alors, ce qu'il faut constater au-delà des mauvais rendements de 2025, c'est qu'au niveau national, c'est sur 10 ans la troisième plus mauvaise année et que sur les 5 dernières années, on a 3 années difficiles avec des rendements faibles. Donc 2022, 2024 et 2025. Alors pour des raisons un peu différentes, hein, mais le constat est là, ça fait ces 5 dernières années, 3 années avec des résultats difficiles pour la filière sorgho. Si on reprend les différentes étapes de la campagne, donc on va faire un petit focus en premier sur les implantations. Alors les implantations, là on va vraiment diviser la France et les zones de production de sorgho en deux régions, les régions septentrionales et les régions méridionales qui n'ont pas du tout subi le même climat. Donc euh, pour la simple raison que, autant dans le sud-ouest, on a eu quand même un printemps relativement pluvieux, en Rhône-Alpes, ils ont également eu un peu de pluie, autant dans les zones septentrionales, la sécheresse, qui est l'actualité de la campagne 2025, elle s'est installée très tôt, dès le mois de mai, et donc ça a eu un impact sur les implantations et les levées. Bon, si les implantations étaient plus difficiles dans la zone septentrionale que dans le sud-ouest, puisque dans le sud-ouest, on a été quand même accompagné par la pluie, ce qu'on constate, c'est que les zones septentrionales ont quand même pu semer à des dates satisfaisantes, permettant au sorgho de faire correctement son cycle et d'être récolté dans de bonnes conditions, avec des semis assez groupés au mois de mai, mais on va y revenir. Alors que dans les zones méridionales, la pluie, ça a permis des meilleures implantations, mais cela dit, on se met généralement à semer déjà assez tard le sorgho, mais en plus avec des pluies régulières, les semis se sont retrouvés assez étalés, avec encore une fois des semis très tardifs en juin. Pendant cette première phase d'implantation, les interventions de désherbage ne sont pas toujours faciles à positionner quand on a des périodes de sécheresse qui peuvent mettre en difficulté les efficacités de produits et poser des problèmes de positionnement. Alors, si je reviens un peu à ce que j'ai dit, mais de manière un petit peu plus détaillée, donc vous avez des graphiques qui représentent pour plusieurs stations météo représentant des zones de production du sorgho, ici les zones septentrionales, ici les zones méridionales. On présente en fait la température moyenne lycée, ici en bleu, donc c'est la température de l'année, et que vous pouvez comparer au normal. Donc en rouge, c'est le seuil où on considère qu'on peut commencer à semer le sorgho sans problème, autour de 12 degrés de température moyenne, que l'implantation peut se faire dans de bonnes conditions. Donc on voit vraiment la différence entre les zones septentrionales où à partir de fin avril, début mai, on a commencé à avoir des conditions satisfaisantes de température et il ne pleuvait pas, donc les semis ont été assez groupés sur le mois de mai. Petite frayeur quand même
en région centre où ils se sont posé la question, hein, de se dire: «Est-ce qu'il faut bien y aller et bien semer?» parce que, ils annonçaient une petite période de froid, mais au final, tout s'est, très bien passé. Les températures sont reparties à la hausse, donc les problèmes ont été plutôt liés à des problèmes de manque de pluie sur, le mois de mai et juin. Et donc la différence avec, les zones méridionales où, on a un réchauffement aussi, à partir de la dernière décade d'avril qui aurait permis de semer, mais vous voyez que selon les stations météo, on a de la pluie régulièrement et parfois des gros cumuls à l'image ici du Lot-et-Garonne. Alors ça, c'est, vraiment pour, la phase d'implantation. Pendant, la phase végétative, la sécheresse, continue et perdure, en zone, septentrionale. Pendant que dans le sud, je vous le disais, on avait un petit peu plus de pluie, mais à partir, de l'épiaison puis de la floraison, on retrouve, des conditions un peu plus similaires, entre, les régions. En particulier, le stress hydrique, s'installe au sud qui avait été, jusque-là un peu épargné. Donc on le voit bien sur les cartes de pluviométrie que vous avez en dessous, sur des cumuls de précipitations mois par mois. On voit un mois de mai, relativement arrosé encore, sur, la partie sud, et à partir de juin, la sécheresse qui s'installe un petit peu partout. La différence aussi entre les zones de production, c'est ce qui se passe, au mois de juillet, où on a un retour des pluies sur la zone septentrionale quand même qui a quand même bien, accompagné les sorgho, qui les a permis de les sauver, hein. Enfin, ils étaient, pas forcément très, très beaux au mois de juin et on s'est, donc aperçu, et on a noté de belles récupérations dans certaines parcelles, à la faveur des pluies de juillet. Malheureusement, ça a été moins le cas en zone, sud où, la sécheresse a perduré. Retour des pluies, fin août, mais, généralement, trop tard pour la plupart des cultures. Donc c'est vraiment l'actualité de l'année, hein. C'est, une sécheresse qui s'installe très tôt dans le cycle et qui perdure, bah, sur l'ensemble de l'été et qui, est responsable des, mauvais niveaux de rendement que l'on a pu, rencontrer, cette année. C'est, le facteur, principal des difficultés de production du sorgho cette année. Alors, on trouvait intéressant de vous montrer quelques bilans hydriques faits avec, notre outil Irélis, pour montrer 2 choses, l'effet, du type de sol et l'intérêt de l'irrigation sur sorgho quand on peut le faire. Donc c'est une culture qui est très peu irriguée, mais parfois 1 ou 2 tours d'eau peut changer la donne. Donc ici, vous avez, une station du Lot-et-Garonne, sur un sol avec, un réservoir, utile, qui est limité. On voit bien ici, le manque de pluie, sur le mois de juin et la période estivale. Donc bah oui, quand il y a pas de pluie et qu'on a un sol, avec une réserve utile, limitée, et ben, au bout d'un moment, enfin très rapidement, la plante, rentre en souffrance ici, dès la phase végétative et on n'a pas, vraiment assez de pluie pour, soulager, le niveau de stress sur la culture avec, au final, des rendements, faibles d'une quarantaine de quintaux et ici, on peut faire la différence avec, un climat, somme toute relativement similaire, mais déjà avec un sol avec un réservoir utile, plus, important et surtout une ou 2 irrigations, placées, ici c'est 2 irrigations, placées, à gonflement puis après pison, donc au stade, critique, pour, le sorgho. Donc ici un bon accompagnement, qui fait qu'au final on finit, avec des rendements autour de 200 quintaux. Donc de 200 quintaux. Donc voilà, très intéressant cette année de pouvoir positionner une ou 2 irrigations, dans ces secteurs-là. Et puis, ici, la zone septentrionale qui a eu un climat, complètement différent. On voit que, bah, dès l'implantation, très rapidement le sorgho, entre en stress, que ce stress, continue, pendant toute la phase végétative, mais, par contre un accompagnement autour de l'épiaison avec un petit peu de pluie qui sauve les situations, même si on voit qu'on est resté, généralement, assez, longtemps en période de stress, mais là, on est dans un sol avec un petit réservoir utile. Donc dans ces régions-là, dès qu'il y avait un sol avec un peu plus de réserve, ça a permis d'un peu mieux, tamponner aussi, la situation hydrique difficile.
vous remarquerez que pour toutes les situations, le remplissage a été accompagné par très peu de pluie, voire pas de pluie du tout. Alors c'est vrai que le sorgho est moins sensible que le maïs, par exemple, au stress pendant le remplissage. Mais cela dit, voilà, quand le stress est présent depuis le début du cycle, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors donc ça résume un peu, ce que je viens de dire, donc sur ce qui s'est passé sur les piézons de floraison, hein. Donc un stress hydrique qui s'installe dans le sud, des conditions un petit peu plus favorables en zone septentrionale avec quelques pluies bien placées autour de l'épiaison. Pour les autres aspects du cycle, donc ce qu'on surveillait attentivement cette année, c'était les héliotis, puisqu'ils avaient été très présent la campagne précédente avec des dégâts très importants, en particulier dans le sud-ouest. Donc on a regardé attentivement les vols enfin, était attentif aux premières larves qui pouvaient être présentes dans les cultures et aux dégâts qui auraient pu s'en suivre. Au final, même si on a vu des vols, même si on a vu des papillons, et on va y revenir un peu plus tard, on a peu ou pas de larves visibles en culture et peu de dégâts observés. Par contre, sur les sorgho, cette année, forte présence de punaises. A priori, on n'a pas mesuré d'impact. Ça ne semble pas avoir eu un impact notable sur la culture, malgré des présences parfois très, très importantes. Alors, je reviens sur justement la protection du sorgho. Donc, en premier lieu, la gestion des adventices, comme je le disais préalablement quand on a parlé de l'implantation, donc parfois des difficultés de positionnement des herbicides, avec des échecs, des efficacités insuffisantes de racinaires quand il y a manqué d'eau. C'était la première année où l'ISAR pouvait être utilisé assez largement en prélevé, accompagné sur des semences traitées concept. On n'a pas eu de retour de problème de sélectivité, donc l'ISAR a plutôt enfin, voilà, été pertinent sur des prélevés, mais uniquement sur semences traitées concept, pas de souci de problème de sélectivité. Après, l'année n'était pas particulièrement propice à ça non plus, hein, parce qu'on n'a pas eu forcément de gros cumuls d'eau après les applications. Bon, par contre, on a toujours des marquages en poste, hein, mais c'est vrai que c'est assez habituel sur sorgho et que parfois, notamment sur les situations tricétones, on peut avoir des blanchiments très importants, mais qui finalement ne sont pas nuisibles à la culture. Et la culture s'en remet très bien, mais c'est toujours assez impressionnant. Parmi les choses qui sont un petit peu remontées, qui diffère un peu de ce qu'on raconte d'habitude. On parle souvent de PSD et de leur gestion sur sorgho. À noter aussi qu'on peut avoir d'autres types de flores, par exemple à l'image des chardons qui ont été signalés régulièrement en zone septentrionale. Donc, je reviens sur la question des ravageurs. On a parlé héliotis, on a parlé punaises. Des pucerons des céréales ont été aussi signalés en zone septentrionale. Alors c'était pendant la phase végétative. Il y a a priori peu de sensibilité du sorgho à la présence de pucerons, donc on n'a pas conseillé d'intervention. On n'était pas dans un contexte critique pour le sorgho. L'héliotis, comme je vous le disais, surveillé de près, mais pas de présence cette année en culture, on ne se l'explique pas forcément. Par contre, des punaises, alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, donc c'est ce type de punaise, hein, Paromus gracilis. On peut aussi avoir des punaises plus classiques, type punaise diabolique, mais là, voilà, des signalements assez forts de pullulation, je ne sais pas si on peut vous dire comme ça pour les punaises, mais avec des présences très très fortes, mais comme vous le voyez, pas forcément de dégâts. J'en arrive à la fin de cycle. Donc, comme je l'ai dit, quand on a regardé les bilans hydriques, des conditions de remplissage peu favorables, hein. On n'a pas, le sorgho à ce stade n'a pas pu compenser les stress hydriques qu'il avait déjà pu rencontrer avant dans son cycle. En revanche, cette fin de cycle a été favorable à des récoltes précoces et une dessiccation rapide qui a permis d'avoir des taux d'humidité à la récolte bas. Et de compenser un peu les mauvais rendements quand on regarde les coûts de production, bon, malheureusement pas suffisamment. Alors, y compris en zone septentrionale, où c'est toujours un enjeu hein, de pouvoir récolter les sorgho dans de bonnes conditions et à des humidités pas trop élevées. Donc cette année, c'est le cas. Bon, les rendements sont faibles, je l'ai dit, principalement dû au déficit hydrique, sauf dans le centre où les rendements sont corrects.
Contrairement à l'an passé, dans la plupart des régions, on n'a pas forcément de problème majeur de fertilité, mais il y a quand même quelques zones qui sont, enfin, qui font le constat d'atteintes plus fortes avec des accidents encore constatés cette année. C'est le cas de la région Rhône-Alpes où des cas de manque de grains et de problèmes de fertilité sont remontés. Et à noter aussi dans cette région, dans des parcelles avec des retours fréquents de sorgho, donc des problèmes de macrofumina, donc c'est une maladie du pied qui a pu aussi causer quelques dégâts et notamment des problèmes de verse. Donc la fin de cycle, on constate que la campagne était précoce avec des dates de semis assez groupées et plutôt au mois de mai et en plus une offre climatique, donc des températures supérieures à la normale. Vous avez ici quelques stations météo avec l'écart à la normale du cumul de température où on voit qu'on a des cumuls de température de 150 à plus 200-250 degrés jour en base 8-34, hein, supérieure à la normale. Donc la maturité est arrivée assez tôt. Les conditions de fin de cycle ont été plutôt correctes, donc on a en plus des créneaux de récolte qui étaient relativement disponibles, surtout sur la première partie d'octobre qui a été généralement sèche. Donc c'est vrai que toutes les récoltes avant le 20 octobre, c'était le bon créneau quand les sorgho étaient suffisamment matures et qu'on avait déjà récolté tout le reste. Mais ensuite on a eu des retours de conditions pluvieuses au 20 octobre qui ensuite ont pu étaler les dernières récoltes. Mais dans l'ensemble, voilà, on peut considérer que les conditions de récolte étaient plutôt bonnes. Donc ça prône pour les années à venir l'importance d'une implantation correcte. C'est vrai qu'en zone septentrionale, cette année, ça s'est très bien passé. Ils ont profité des premiers créneaux de semis qu'ils avaient, hein, dès que les températures ont été favorables, donc toute fin avril, début mai, ils y sont allés avec des semis somme toute relativement groupés par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, hein, avec 70% de semis en mai. Dans le sud-ouest, même si on a été plus gêné par les pluies, on fait quand même le constat de semis qui sont souvent trop tardifs. Les agriculteurs sèment d'abord les maïs, les tournesols, et ensuite, ils se posent la question des semis de sorgho et on arrive avec des dates qui sont sans doute un peu tardives. Donc, pour rappel, hein, dès le 20 avril, hein, on peut semer dans le sud du sorgho, peut-être même parfois avant si les années sont très poussantes. Mais bon, voilà, en général, nos précaux sont autour du 20 avril. Cette année, avoir des semis très tardifs dans le sud-ouest avec derrière les grosses canicules de juin qui sont arrivées immédiatement, ça a été un peu difficile par rapport aux autres cultures de printemps qui étaient déjà implantées et qui étaient déjà avancées. Là, on avait des sorgho à peine sortis de terre qui ont vécu des très fortes canicules et des sécheresses très violentes qui ont fortement pénalisé le sorgho. Au sujet suivant qui qui tient plus de l'actualité, c'est de faire un petit point justement sur la lutte contre l'héliotis. Donc, vous avez compris que cette année, on n'a pas eu de forte pression. Moi, je vais trop vite. Donc, pour rappel, quels sont les moyens de lutte dont on dispose contre l'héliotis? Donc, pour rappel, les produits, dans le catalogue français, le sorgho est rattaché au maïs. Donc, les produits qui sont, sauf mention contraire, les produits qui sont autorisés sur maïs le sont aussi sur sorgho. Donc vous avez les pyrètres, le chlorantraniliprol, Spinoza, l'hélicovex et des bacillus. Alors, ces produits, ils ont été testés sur maïs, donc on a un retour des efficacités sur maïs, on n'a pas de retour de leur efficacité sur sorgho, donc on fait des hypothèses au vu des résultats que l'on a obtenus sur maïs. Donc, on sait que les pyrètres, pour des questions de résistance des héliotis, n'ont pas d'efficacité, et donc on ne préconise pas du tout les pyrètres sur sorgho, on déconseille vivement. La molécule qui présenterait la meilleure efficacité, ce serait le chlorantraniliprol, donc à base qu'on peut retrouver dans le collagène et dans un produit qui vient d'arriver sur le marché, le Cosair, je ne sais pas vraiment comment on le prononce.
Alors, mais avec des difficultés réglementaires qui seraient à lever pour ces 2 produits. Alors en premier lieu, le coragène. Donc le coragène, vous savez que, l'application normalement n'est possible qu'avant épiaison. Et jusqu'à épiaison dernier délai, mi-épiaison dernier délai. Le problème, c'est que la phase de sensibilité du sorgho à l'héliotis, c'est à partir de la floraison. Donc les héliotis sont attirés par les inflorescences. Donc le stade sensible, c'est la floraison. C'est à ce moment-là, quand on a une coïncidence avec des vols d'héliotis et la floraison, c'est là que généralement qu'on préconise de protéger le sorgho. Mais donc vous voyez bien que le coragène, normalement, ne peut pas être utilisé à ce stade. C'est pour ça qu'on avait fait une demande portée par la GTPM de dérogation en 2025. Donc cette dérogation a été accordée. Donc on devrait redemander une dérogation en 2026, donc à voir si elle est à nouveau accordée pour pouvoir utiliser le coragène. Arrive donc un nouveau produit avec la même molécule. Là, on n'a visiblement pas de problème sur les stades. Par contre, ce produit a une absence de mention abeille et on est en train d'essayer d'éclaircir si le sorgho est concerné par la mention abeille. Est-il considéré sur un plan d'autorisation par l'ANSES comme une plante attractive ou non, et dans ce cas, la mention abeille doit-elle être considérée pour ce produit ou non? Donc ça, voilà, ça nous questionne, et pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire si ce produit pourra être utilisé sur le sorgho comme on le souhaite pendant la période de floraison. Donc les produits à base de spinosa, donc là encore des problèmes de stade d'application. Et puis ensuite, l'hélicovex, donc là, c'est un produit qui peut être utilisé avec une efficacité moyenne qui serait à vérifier sur le sorgho. Et les bacillus, on l'a mis éventuellement comme efficacité moyenne, mais en maïs, c'était plutôt faible à moyen, avec une variabilité de la réponse qui n'était pas toujours satisfaisante. Donc ça, ce serait à vérifier. On avait essayé de mettre des essais en place cette année, 3 essais, mais voilà, ça n'a pas été pertinent puisqu'on n'a pas eu d'attaque d'héliotis satisfaisante. Ici, je vous montre la dérogation pour le coragène. Donc, c'est une dérogation contre les chenilles phytophages. Donc, dérogation qui va aller pour le sorgho, mais aussi pour le maïs popcorn, permettant de faire jusqu'à 2 applications entre le stade 51, je ne sais plus ce que c'est ce stade, en tout cas pendant la période de floraison et de début du remplissage, où les héliotis sont les plus nuisibles. Alors, comme je vous le disais, cette année, on avait souhaité mettre des essais en place spécifiques sorgho pour confirmer les niveaux d'efficacité que l'on expertisait par rapport aux données qu'on a sur maïs. On a mis 3 essais en place. Ça montre qu'on a encore des choses à comprendre sur les dynamiques sur héliotis. Donc, on a toujours dit, et on sait qu'il y a une forte différence entre le niveau de piégeage et le niveau d'attaque. Mais alors là, ça a été très clairement confirmé sur 2 essais, sur la Drôme et l'Aude, où on a des niveaux de piégeage qui sont quand même assez élevés. Alors, j'ai plus l'échelle. Voilà, on a un nombre d'individus assez importants qui sont dans les deux. Alors oui, c'est pas tout à fait la même échelle, mais vous voyez que voilà, on a des niveaux de piégeage assez importants et surtout qui sont bien centrés sur la période de sensibilité du sorgho, donc autour de la floraison. Vous voyez que les héliotis volaient, et donc on pouvait imaginer derrière des attaques sur la culture. Ici, sur Étoile-sur-Rhône, on a même une autre génération qui revole ensuite sur la fin de cycle. Bon, là, c'est peut-être un peu tard, mais au final, 0 larve d'héliotis observé en culture. Dans l'eau de la même manière, hein, très peu de larves visibles. Et puis le 3e essai, bon, là on a une meilleure cohérence, mais ça ne nous a pas donné plus de résultats, c'est qu'on a très peu de piégeage et également très peu d'héliotis présentes sur les plantes. Donc pas de résultats d'efficacité à
à vous montrer, mais en tout cas, nous, on va poursuivre la surveillance des vols et ce serait déjà bien de pouvoir un peu mieux prévoir les risques en culture. Donc on vous renvoie à l'importance de certes suivre les piégeages pour savoir quand est-ce que les héliotis volent, mais ensuite surveiller réellement la présence de larves concrètement observées sur les cultures pour décider ou pas de protéger. Le suivi du vol, quelle que soit la pression mesurée, ne suffit pas à évaluer le risque en culture. Il faut vraiment aller voir les sorgho et regarder s'il y a des larves dans les panicules. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter notamment le contexte du désherbage du sorgho pour 2026 et des résultats aussi d'essais. Donc tout d'abord, ouais, hop là, ça va trop vite, merci. Donc comme Aude l'a dit, le sorgho est effectivement sensible à la concurrence précoce des mauvaises herbes. Donc il est vraiment important de bien soigner l'implantation de la culture et d'assurer du coup une levée rapide. Donc d'où les questions sur les dates de semis qui sont quand même assez importantes. Afin de limiter au maximum le risque de nuisibilité, notamment des graminées, de la nuisibilité des adventices, notamment des graminées, qui peuvent lever donc du coup en même temps que le sorgho, d'où les trois positionnements principaux de désherbage, donc qui sont en un la poste semi-prélevée qui sert essentiellement à gérer les graminées qui lèvent en même temps que la culture. Et donc cette poste semi-prélevée, elle est soit avant la levée de la culture, soit en poste aussi avec des herbicides qui pourraient être positionnés qu'à partir de ce stade-là, mais sur des adventices très jeunes, voire des graminées non levées. Et après, où on peut positionner aussi un peu plus tard une poste levée, donc qui elle va plutôt concerner principalement des dicotes, surtout vivaces, et éventuellement annuelles, des dicotes difficiles. Donc voilà pour les principales, la principale introduction sur les trois périodes clés et notamment bien soigner les implantations et les conditions aussi d'application effectivement des molécules. Ensuite, pour compléter ce désherbage, on va dire plus chimique entre guillemets, le sorgho est une culture complètement adaptée au désherbage mécanique. Donc avec dans les stades les plus précoces, donc en pré ou à partir de 3 feuilles, la hercétrie, la houe rotative ou la rotoétrie, ou alors après vers des stades un peu plus tardifs, le binage. Voilà. Donc après, si je fais un point réglementaire sur les herbicides, donc on a un nouvel herbicide qui est homologué, qui est le PIC à base de prosulfuron, donc qui est une solution complémentaires apportés sur les dicotes, notamment les renouées, liserons ou des oiseaux, les mercuriales, le datura, et dans une moindre mesure aussi sur ambroisie. Donc là, vous avez dans le tableau en dessous les principales conditions d'application. Voilà, avec l'homologation sur sorgho qui ne permet pas le fractionnement de la dose, qui est un peu différente sur maïs. Ensuite, c'est 2026, on note aussi la dernière utilisation de produits à base de pétoxamide. Donc, fin des utilisations au 14 novembre 2026, donc dernière campagne 2026, et des produits type Prol 400, avec une fin des utilisations en septembre 2026. Et les arrêts que j'avais déjà signalés l'année dernière de la matazone forme liquide et du tritosulfuron. Et donc avec une particularité aussi pour le désherbage. Le désherbage, c'est des restrictions mélanges qui ne simplifient pas non plus les utilisations des herbicides qui restent disponibles pour la culture de sorgho. Donc ensuite, ici, on reprend le positionnement des herbicides. Donc ce qu'on voit en la gestion principale qui est problématique, c'est la gestion des graminées. Donc ce qu'on voit en post-semi prélevé, donc c'est les produits à base d'alcance, à base de clomazone et pindi ou de mésotrione. Donc on a l'alcance, le caliprime ou Starship. Et ensuite, des positionnements de chloroacétamide qu'on retrouve aussi sur maïs à partir de 3 feuilles, mais qui seront positionnables et efficaces sur des adventices, des graminées non levées.
Donc avec une particularité effectivement pour l'ISAR qui peut être utilisée en prélevé quand on a des pressions graminées plutôt importantes sur des semences de sorgho qui seraient traitées avec le concept C. Donc après, dans les applications, je vais dire à pénétration foliaire, donc plutôt style mésotrione, sulcotrione, pénoxylam, donc qui sont des herbicides à large spectre, donc qui peuvent intervenir, avoir une efficacité également sur des graminées et des dicotes. Et après, les produits, on va dire, plus spécifiques à base de bentazone, pyridate ou le prosulfuron, et puis après des antivivaces, donc qui concernent essentiellement des, des dicotes. Voilà. Et après, j'avais remis aussi le positionnement du désherbage mécanique. Donc après, tu peux passer à la suivante. Ici, juste un rappel, hein, en fait, que les recommandations les recommandations croisées entre BASF Syngenta restent les mêmes pour la campagne 2026. Donc, tout en gardant bien en tête que ces semences de sorgho traitées avec le concept C et donc de l'utilisation du DMTAP en prélevé n'est pertinente qu'en cas de forte pression de PSD, donc de panique cétaire digitaire, mais aussi en régras, et que c'est une manière d'utiliser le DMTAP de façon durable et responsable. Donc c'est important de le noter et qu'on a d'autres solutions aussi en prélevé qu'il faut pouvoir les utiliser. On n'a pas toujours besoin d'utiliser le DMTA en prélevé et notamment donc avec les conditions de restriction qu'on peut trouver en dessous avec des sols très filtrants ou des risques aussi sur des sols à tendance sableuse et voilà. Donc et les aussi sur les aires d'alimentation de captage effectivement où les doses et les utilisations sont limitées. Donc après, justement, pour présenter un peu les différentes solutions qu'on peut trouver, on a mis en place cette année un protocole, enfin 2025, un protocole où on teste différentes prélevées, donc avec ou sans chloroacétamide. Donc on a l'Alcance à 1,5 litre, l'Isar à 0,8, le Caliprime à 0,2 ou l'Isar 0,8 plus Caliprime à 0,2 en prélevé. Donc, on a voulu mettre, effectivement, on met dans le même protocole différents herbicides, même si, effectivement, il faudra plus les positionner en fonction des conditions aussi qu'on a au moment des traitements et de la pression éventuelle si on la connaît en graminées. Ensuite, on a positionné des rattrapages, différents rattrapages, donc soit avec d'abord donc l'ISAR, soit il est en pré ou soit en post, donc si on n'a pas mis de l'ISAR en prélevé, donc pouvoir effectivement si on gagne en durée d'action sur les graminées, notamment en cas de forte pression, et compléter avec un antidicote, donc ici on avait mis le pyridate, et ou alors une tricétone, donc qu'on retrouve sous le décano ou le Starship, donc la sulcotrione ou la mésotrione, plus l'antidicote, toujours le même. Et aussi, on a fait une application, donc un passage tout en poste levé avec l'ISAR plus décano plus Onyx. Donc, on va regarder les résultats. Donc, on avait 3 essais. Donc à Bergerac, à Montesquieu et à Saint-Georges-du-Bois dans Charente-Maritime. Donc dans un contexte 2025 où nous, pour nos essais, on a très peu de graminées au final. Donc on a un essai à Bergerac où là on a quand même une pression en digitaire et panique et du pourpier en plus. À Montesquieu, du lauragais, on a du panique faumillé et puis Renaud persicaire et mercurial. Et en Charente-Maritime, là, c'est une flore complètement dicote avec de la mercuriale, du mouron, des oiseaux, les troncs, la morelle et kénopodes. Donc, les conditions d'application dans le tableau en dessous, là, sur la droite, où on voit les 3 essais, donc on voit des implantations complètement différentes, avec plus d'un mois d'écart d'implantation, notamment à Bergerac, où on voit l'essai a été implanté fin avril, alors que
à Montesquieu du Lauragais, donc en Haute-Garonne, et a été implanté début juin parce qu'il y avait énormément de pluie et on n'a pas pu implanter plus tôt. Donc ça fait des écarts assez importants. Donc sur nos essais, malgré ce que disait Aude tout à l'heure, nous, on a quand même un très bon positionnement de la prélevée puisqu'on voit beaucoup de pluie avant, pas mal de pluie après, peut-être un peu moins dans le Lauragais. Ensuite, une poste qui est positionnée autour d'une dizaine, voire un peu plus d'une vingtaine de jours après la prélevée en fonction des périodes d'implantation, sur un sorgho qui va varier de 3 feuilles à 6 feuilles. Et avec des conditions de pluviaux qui peuvent varier entre les sites, puisqu'on sur certaines modalités, on a positionné un herbicide racinaire, donc c'est important aussi de regarder un peu les conditions de cette poste. Et on voit qu'à Bergerac, les conditions sont plutôt bonnes et que sur les 2 autres sites, c'est peut-être un peu plus limité en pluviaux, notamment à Montesquieu du Lauragais et un peu moins à Saint-Georges-du-Bois. Mais là, on avait un peu moins de graminées. Donc, si on regarde le graphique de gauche, où là, je vous ai mis les efficacités qu'on a eues sur nos 3 essais. Donc, ce n'est pas forcément une date pertinente, mais c'est avant l'application de poste levé. Donc, c'est vraiment pour voir les différentes stratégies, donc à base avec l'alcance, l'ISAR, le caliprime ou l'ISAR plus caliprime. Donc, c'est à un stade assez précoce, hein, puisqu'on est à 5 feuilles du sorgho. Après, globalement, on voit que dans les conditions de ces essais, on a plutôt une bonne efficacité parce que, bon, alors je vous rappelle peut-être l'échelle, on est sur une échelle de 0 à 10 et avec le seuil de 7 qui est le seuil d'acceptabilité à partir duquel on dit que le désherbage est acceptable ou on n'intervient plus forcément, qu'il n'y a plus de risque de nuisibilité primaire. Donc là, on peut voir, donc, tout en gardant en tête quand même que sur cette année 2025, sur nos sites d'essai, on avait très très peu de graminées, donc peut-être un peu moins d'écart entre les différentes stratégies. Et pour rappel, je vous ai mis sur le graphique de droite les efficacités qu'on avait eues l'année dernière, où vraiment là, on a testé de la prélevée, je veux dire, de manière très classique dans nos bases de données, puisqu'on utilise la notation 30 jours ou 60 jours après l'application de prélevé. C'était de la prélevée stricte. Et là, on retrouve un peu, malgré un contexte un peu différent en 2024, même si on n'avait pas une pression en graminée très très importante, on retrouve un peu le classement des différentes solutions avec l'alcance, l'ISAR ou l'ISAR plus caliprime 30 jours après l'application qui correspondait à un sorgho un peu plus développé à 7 feuilles. Mais on avait de très bonnes efficacités également l'année dernière, donc sur Digitaire, Panique et Paturin, sur des pressions qui n'étaient pas non plus très très importantes. Ensuite, sur la diapo suivante, s'il te plaît, on a ici, je vous ai mis les résultats des différentes stratégies. Donc, on pourrait presque comparer 2 à 2 si dans un premier temps, donc avec soit l'alcance ou l'ISAR en pré suivi des canaux onyx, donc sur la gauche, les bâtonnets bleus. On voit qu'on est sur des... Donc là, c'est 30 jours après la poste, donc 30 jours après le T1. Sur un sorgho qui est presque à épiaison, voilà, sur l'ensemble des sites. Donc là, sur une flore graminée et dicote, on voit qu'on a de très bonnes efficacités et assez similaires entre que ce soit avec l'alcance ou l'ISAR à appliquer en pré. Ensuite, les 2 modalités suivantes, c'est donc soit en positionnant l'ISAR en poste levé, et avec soit le caliprime ou l'alcance en prélevé. Donc là, on pourrait choisir ces stratégies dans des positionnements où des graminées sont moins attendues en termes de densité. Mais effectivement, là, on voit un petit décalage, une petite perte d'efficacité, peut-être certainement due aussi aux conditions de poste de T1 avec l'ISAR ou dans des conditions peut-être un peu moins favorables à l'efficacité du DMTAP.
Ensuite, sur les deux stratégies suivantes, donc là, on changeait la stratégie de poste. Donc, c'était pouvoir aussi en fonction des molécules et puis des adventices attendus, des dicotes notamment. Donc là, on peut voir, bon, il y a des choses qui varient après, mais quand même plutôt une bonne efficacité avec l'ISAR suivi Starship Onyx. Donc après, variable effectivement en fonction des sites, c'est voilà, en fonction des flores, c'est pas toujours les herbicides les mieux positionnés de manière optimale, on va dire, par rapport à la flore attendue. Donc en jaune, on a le bâtonnet ISAR plus Caliprime, suivi de Decano Casper. Donc là aussi, on voit une bonne efficacité, un peu moindre sur Saint-Georges-du-Bois, donc sur une flore plutôt dicote. On voit sinon pour les deux autres sites une très bonne efficacité. Et ensuite la stratégie tout en poste, qui est un peu en dessous aussi, avec quelques différences entre les sites, notamment à Montesquieu de l'Auragais, où c'est plutôt pas mal, mais avec un semis qui effectivement était plus tardif et une culture qui s'est implantée très très rapidement. Donc là, on voit effectivement un peu moins une bonne efficacité de cette modalité-là. Après, sur l'ensemble des sites, un peu moins bonne. Et si on regarde que sur les principales graminées qu'on retrouve sur les trois sites, donc on a le panique Faumillet, la digitaire et le panique pied de coq. Donc bien noter que c'est pas forcément des densités très élevées, mais que globalement sur toutes les stratégies pré puis post-levée, on est au-dessus du 7. Et là où c'est le plus compliqué, c'est sur le panique Faumillet, les petits triangles là du site du Lauragais. Donc peut-être, voilà. Mais globalement, on a quand même eu plutôt des bonnes conditions d'application de la prélevée. Donc c'est un point quand même très important à noter et qui est nécessaire pour avoir une bonne efficacité de ces herbicides-là. Et avec au final aussi une modalité ISAR des canaux Onyx en un passage qui est juste acceptable sur l'ensemble des trois sites. Donc après, là c'est une présentation, ce sont les mêmes résultats, mais présentés sous l'entrée graminée. Donc on a l'efficacité globale à gauche. Donc la globale, ça reprend l'ensemble des adventices présentes sur les essais. Donc autant graminées que dicotes. Donc on peut voir qu'on est un peu juste 30 jours après la dernière application. Ce qu'on peut dire, donc en fait le bâtonnet bleu, on a regroupé les stratégies avec de l'après, avec Alcan suivi d'une tricétone plus un antidicote. Le bâtonnet orange, c'est avec l'ISAR suivi de la même poste levée. Et le bâtonnet vert, c'est de la poste stricte. Donc on voit, c'est les résultats présentés avec une entrée adventice. C'est les mêmes qu'avant, on a regroupé un peu donc sur les trois essais qu'on avait mis en place en 2025. Donc sur panique, pied de coq, les trois stratégies se valent, donc avec des pressions quand même qui ne sont pas très élevées. Là où c'est plus compliqué, effectivement, c'est sur le panique Faumillet. Même si on voyait tout à l'heure, je ne vais peut-être pas repréciser, mais l'intérêt aussi de la méso en prélevé. Ça peut apporter un plus. Et sur Digitaire, les deux stratégies en post-semi prélevé suivi de la poste sont quand même plutôt bonnes et un peu plus compliquées tout en poste levé. Voilà pour ces essais. Et ensuite, on avait récolté, donc c'est à prendre avec, voilà, on les compare les uns aux autres, pas forcément en valeur de rendement parce que on a eu des petites complications sur les essais, mais ça permet de voir ici sur des modalités où on a récolté. Donc pour voir s'il y a un lien entre l'efficacité et le rendement. Donc cette année, on n'a pas forcément de lien très marqué, donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres stress aussi. Il n'y a pas eu que le stress du désherbage. Globalement, on a plutôt un bon désherbage. Donc, on voit que j'ai regroupé les modalités aussi un peu de la même manière que le graphique précédent, c'est-à-dire avec de l'après, donc soit de l'ISAR suivi d'une poste, soit de l'Alcan suivi d'une poste. Donc, c'est les deux bâtonnets à gauche.
et soit une pré, puis le DMTAP en poste levé, plus un antidicote. Donc on voit en fonction des rendements, on peut effectivement la prélever. Du moins, les trois modalités, enfin les trois regroupements que j'ai faits ici montrent que le rendement où on a des stratégies avec de la pré puis de la poste, on a un rendement qui est moyen à 65,4 quintaux hectare, mais qui est supérieur dans les conditions de ces essais, on est bien d'accord, au programme tout en poste levé. Avec l'ISAR plus le tricétone plus antidicote. Donc, ce qui permet aussi d'appuyer le discours sur le fait que l'importance de la stratégie pré puis post, notamment pour les graminées, qui protège de la concurrence précoce des adventices. Alors, même si des fois on n'a pas toujours une efficacité à 100%, ça permet quand même de préparer la poste levée, alors plus ou moins précoce en fonction des conditions, et de positionner une poste avec dans des meilleures conditions sur des levées homogènes de graminées notamment. Donc, ce qui permet d'avoir une efficacité un peu plus importante. Donc, ce qui est confirmé dans ces essais. Ah, il manque, voilà, voilà, c'est ça. Et ensuite, dans le cadre du projet Grammiscible, on a aussi mis en place 2 essais l'année dernière en sorgho sur les techniques alternatives, c'est-à-dire un traitement localisé sur le rang, donc qui est complété d'un binage sur l'interrang et d'une poste classique sur toute la parcelle. Donc ici, ne sont présentées que les efficacités globales. Donc c'est sur 2 essais. Donc c'était un essai sur les mêmes sites d'essais qu'on a vus précédemment. Donc avec un essai plutôt Flormix, donc qui était à Bergerac, et un essai plutôt Flordicote qui était au Magnereau. Donc on a fait une moyenne sur l'efficacité globale sur l'ensemble des adventices, donc, et 30 jours après l'application, donc qui correspond à peu près au stade épiaison du sorgho. Avec donc la globale, c'est le bâtonnet l'histogramme gris, et le losange marron, donc c'est l'efficacité sur l'interrang, et le carré vert sur l'efficacité sur le rang. Donc ce qu'on peut voir déjà au vu de ces 2 essais, c'est qu'il y a une bonne efficacité. A priori, l'efficacité globale est maintenue avec un traitement localisé sur le rang. Donc c'était avec ISAR ou d'autres, ou l'Alcance aussi. Et qui est donc l'efficacité est préservée en global, même s'il faut bien faire attention effectivement de la gestion sur le rang, puisqu'on voit que c'est un peu effectivement un peu plus compliqué, notamment sur le rang, puisqu'on intervient, il y a, voilà, il y a une application localisée après un binage, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc bien garder en tête que la gestion du rang est importante à gérer de manière satisfaisante. Donc ces essais-là devront être conduits dans le cadre du projet Grammiscible afin de compléter et consolider les références sur la culture de sorgho. Voilà, je crois que j'ai terminé. Bonjour à tous, donc Agnès Tréguier, comme l'a dit Aude en introduction, je travaille au pôle variété génétique d'Arvalis. Et donc là, on va attaquer toute une partie sur les variétés, avec pour commencer un petit point sur l'évaluation du progrès génétique. On vous propose de commencer par une partie en fait qui est faite pour la première fois, c'est-à-dire que nous avons travaillé pour essayer d'évaluer le progrès génétique en sorgho grain. Alors là, je parle bien uniquement de sorgho grain. Alors pour ça, on a utilisé les résultats que nous avons chaque année depuis au moins 2003 de nos essais variétés, donc qui sont des essais qui appartiennent au réseau commun entre l'inscription, la post-inscription et le probatoire. Donc ce sont des épreuves communes entre le CTPS et le réseau animé par Arvalis, mais auquel contribue notamment grandement l'UFS. Sorgho. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette étude sur le progrès génétique du sorgho grain? Tout simplement parce que vous êtes les premiers à vous en rendre compte. On s'aperçoit que les rendements
En sorgho, donc là, quand on prend les rendements nationaux publiés par Grest, on est sur une stagnation, voire une légère diminution des rendements année après année. Donc finalement, à partir du moment où on voit ça, on pourrait très bien s'interroger en se disant, mais finalement, les variétés que nous avons à l'heure actuelle, elles ne nous permettent pas de déplafonner les rendements, donc peut-être qu'elles n'apportent pas de progrès à ce niveau-là, sur la partie production. Donc, c'est pour cette raison que, on s'est penché là-dessus, parce qu'en fait, quand on regarde des rendements nationaux, enfin un rendement, quel qu'il soit, dans une parcelle, ce rendement est expliqué par, différents est le résultat de différentes choses. Vous avez évidemment la partie variété, donc en fonction des variétés qui sont disponibles, de la rapidité du renouvellement par les agriculteurs, parce qu'évidemment pour que le progrès génétique s'exprime au champ, il faut des variétés relativement récentes, qui soient cultivées. Et puis, évidemment, l'adéquation entre les variétés, l'environnement, donc est-ce que ce sont des variétés qui sont adaptées au type, de milieu? Donc là, on peut avoir en tête notamment des notions de précocité et puis, les conduites qui sont appliquées sur ces variétés pour être bien sûr de pas les pénaliser. Donc en gros, les mettre dans les meilleures conditions, possibles. Donc ça, la variété, va contribuer évidemment en partie au rendement, que nous allons obtenir à la fin. Mais c'est pas la seule chose qui rentre en compte. Il y a également toute une partie environnement. Donc là, on est vraiment sur l'environnement pédoclimatique, de la zone de production. Donc, le sol, le type de sol, la profondeur. Est-ce qu'on va être, en présence de facteurs abiotiques, type stress hydrique, stress thermique et cetera, qui vont venir plafonner, les rendements potentiels. Donc en fait, il y a la notion de climat évidemment et bien évidemment d'aléas, et donc de changement climatique. La pression parasitaire, donc tout ce qui va être stress, biotique, on a parlé biotis, un petit peu ce matin. Bah, voilà, typiquement, en cas de forte attaque d'héliotis comme l'année passée, enfin comme 2024, le rendement est affecté, indépendamment, d'un éventuel progrès génétique. Et puis on a tout ce qui est pratique culturale, donc toutes les questions que vous avez pu poser dans le chat, la date de semis, quelle est la date de semis optimale, les stades de récolte, les densités de semis, l'irrigation, la fertilisation et cetera et cetera. Donc vous voyez que finalement quand on regarde les rendements agrestes, et quand on voit que ceux-ci plafonnent, oui, potentiellement, ça peut venir, des variétés avec, éventuellement un progrès génétique qui n'est pas présent, mais en fait, il y a potentiellement beaucoup d'autres causes, au plafonnement du rendement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu finalement, regarder vraiment ce qui se passait uniquement au niveau des variétés et strictement au niveau des variétés. Donc mesurer le progrès génétique. Alors comment on fait ça? Comment on peut mesurer vraiment, ce progrès indépendamment des conditions de culture, du climat, de l'évolution du climat et cetera? L'idéal pour faire ça, c'est d'avoir une base d'essai, sur plusieurs années, avec un panel de variétés, où toutes les variétés vont être présentes dans tous les essais et tous les ans. Donc c'est-à-dire on a quelque chose d'extrêmement carré. Donc comme toutes les variétés vont être évaluées dans les mêmes environnements, quand on va commencer à comparer le rendement entre elles en fonction de leur année d'inscription, on est sûr, que les écarts de productivité entre elles viennent vraiment du potentiel génétique des variétés et que ça ne peut pas être lié à, des contextes pédoclimatiques qui ont été différents entre une variété et une autre. Alors ça, c'est l'idéal. Malheureusement, on l'a pas ou relativement peu. On peut avoir certaines années un essai avec, plusieurs variétés. Mais sur le pluriannuel, on a du mal à avoir un panel et un panel qui évidemment va recouvrir des variétés, enfin va contenir des variétés qui vont être très anciennes, versus des variétés très récentes. Les essais, variétés que l'on mène tous les ans, on ne conserve, que les variétés que vous pouvez avoir sur le marché, pour l'année suivante. Donc automatiquement, les très, très vieilles variétés, ne sont plus présentes, donc on ne les évalue plus. Donc pour pouvoir quand même mesurer l'effet du progrès génétique, on va utiliser une méthode, statistique qui va nous permettre, d'isoler l'effet variété. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, ce sont les 20 années d'essais post-inscription et inscription, donc les essais variétés que l'on réalise tous les ans. Mais comme, les listes variétales évoluent tous les ans, on n'a pas les variétés systématiquement, qui sont évaluées dans les mêmes endroits, et avec le même nombre de fois. Donc on va récupérer ces 20 années d'essais historiques, avec des variétés très anciennes, des variétés récentes. On va constituer une base de données. Donc là, celle, que l'on a utilisée pour ce travail, est comprise de 2003 à 2024. Et puis on va utiliser, une méthode de calcul. On va calculer ce qu'on appelle les moyennes ajustées, à partir de modèles statistiques, pour
extraire l'effet variété de ce qui compose le rendement. Donc voilà, vous retrouvez le même type de schéma que tout à l'heure, hein. Vous avez le rendement au milieu qui est constitué évidemment de la performance des variétés, de l'environnement, des pratiques culturales, d'autres facteurs possibles. Et donc là, l'utilisation de cette méthode va vraiment permettre d'extraire uniquement la partie variété, donc de prendre en compte le fait qu'elles n'ont pas toutes été évaluées dans les mêmes endroits, etc. Et donc une fois qu'on a extrait cet effet variété, chaque moyenne par variété, moyenne de rendement, va être positionnée en fonction de l'année d'inscription de la variété. Et c'est à partir de ces résultats-là que l'on va calculer la pente, qui représente la pente du progrès génétique. On va regarder quelle est la valeur de cette pente qui va nous indiquer quel est le progrès en rendement et par an pour les différentes variétés. On va regarder également si parfois ce progrès est discontinu, parce que finalement on peut très bien avoir un progrès assez linéaire jusqu'à une certaine année, et puis à partir d'une certaine année se retrouver avec une inflexion de la pente, alors dans un sens comme dans l'autre, hein, une pente qui augmente ou une pente qui diminue. Donc on va vraiment regarder est-ce que ce progrès est linéaire et finalement assez continu, ou est-ce qu'il est discontinu. Voilà, mais en tout cas, c'est important de comprendre qu'on a vraiment isolé l'effet variété. Donc, ça veut dire que ce qu'on présente en termes de résultats, les variétés sont vraiment comparables. Et la différence que l'on voit d'une année sur l'autre ne peut pas venir du fait qu'on a fait évoluer certaines pratiques de culture, par exemple, parce que ça a été pris en compte dans les calculs. Voilà. Donc, si on passe maintenant aux résultats, donc on commence évidemment par un facteur important en sorgho-grain. Quand on regarde l'évolution du rendement, donc vous retrouvez le type de graphique qui a été présenté avant. Vous avez la moyenne, les moyennes variétales qui sont ajustées donc, pour le rendement en ordonnée. Et en abscisse, vous avez les années d'inscription. Chaque point correspond à une variété. Vous verrez que pour chacun des graphiques, ça se présente exactement de cette manière. Donc derrière chaque point, qu'il soit bleu ou orange, vous avez le résultat d'une variété, le résultat moyen d'une variété qui a été inscrite pour les différentes années. Quand vous êtes en présence de points orange, c'est que ce sont des variétés qui ont été évaluées, ce sont des variétés qui sont en termes de précocité, demi-précoce à tardive. Lorsque le point est bleu, ce sont des variétés qui sont, en termes de gamme de précocité, des variétés très précoces à précoces. Et les points verts sont les moyennes par année d'inscription. Voilà, on va regarder en moyenne telle année, qu'est-ce que donnait la promotion de variétés. Ce qu'on peut constater sur le rendement, c'est qu'on a bien un progrès génétique qui augmente au fur et à mesure, d'année en année. En revanche, vous voyez que finalement, ce progrès n'est pas continu. On a une rupture de pente aux alentours des années 2016. Donc finalement, on avait un progrès génétique de 2000 à 2016 qui était plutôt de l'ordre de 0,56 quintaux par hectare et par an. Et depuis 2016, nous sommes plutôt sur un progrès qui avoisine les 0,25 quintaux par hectare et par an. Mais on a bien un progrès qui est présent. Et donc les variétés d'aujourd'hui sont bien plus productives que les variétés des années 2000. Alors, il faut quand même prendre un petit peu de recul sur ces résultats. Vous voyez qu'il y a des années là, de creux dans les années entre 2000 et 2010. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a certaines années où il y a relativement peu de variétés qui ont été inscrites. Ça s'améliore nettement sur les années beaucoup plus proches de nous, les années plus contemporaines. Donc, automatiquement, voilà, tous les points ne sont pas totalement regroupés à travers cette courbe. Néanmoins, ça n'empêche qu'on a bien un progrès apporté par les variétés au fur et à mesure des années qui passent. Quand on essaye de dissocier un peu ce qui se passe par groupe de précocité, vous avez en haut les résultats rendement de progrès génétique pour la zone septentrionale, donc pour toutes les variétés qui sont plutôt très précoces à précoces. Donc le calcul des moyennes, les points verts ne correspondent qu'aux points bleus, les points oranges ont été placés pour information, ce sont les variétés méridionales qui sont placées dans les essais les plus au nord, juste pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Donc on voit là qu'on a une pente totalement linéaire, donc un progrès génétique régulier et continu depuis les années 2000 sur ce secteur-là, en tout cas pour ce groupe de précocité-là.
avec plus 0,41 quintaux par hectare et par an. Quand on est en zone méridionale, on voit que la situation est un petit peu différente. Jusqu'aux années 2018, on avait bien un progrès continu à 0,57 quintaux par hectare et par an. Et à partir de 2018, on voit qu'on a une inflexion de la courbe avec une stabilisation du progrès génétique qui maintenant est plutôt autour de 0,05 quintaux par hectare et par an. Alors là, vous verrez que derrière cette inflexion, en fait, il y a aussi une notion de précocité des variétés. On va le voir sur des diapositives qui vont suivre. Quand on regarde cet aspect rendement en fonction du type de régime hydrique pour la conduite des essais, donc on voit que les deux courbes sont parallèles. Donc juste pour expliquer, vous avez en bleu tous les résultats, donc les moyennes variétales calculées uniquement sur les essais qui ont eu à minima une irrigation et pas pour des raisons d'implantation, mais vraiment pour avoir du pilotage et de la performance au niveau de la culture. Versus les points orange, vous êtes plutôt en situation pluviale. Alors avec certaines années où le pluvial peut relativement bien s'en sortir, mais en tout cas, voilà, vous êtes plutôt en milieu beaucoup plus contraint. Et ça, c'est intéressant de regarder en fonction des régimes parce que parfois, on peut avoir en tête que finalement, bah oui, mais bon, le progrès génétique, il s'exprime surtout quand tout va bien parce qu'on sélectionne les variétés plutôt dans des milieux qui vont être très favorables, mais en revanche, il ne s'exprime pas du tout dans les milieux beaucoup plus compliqués. Là, vous voyez qu'en termes de résultats, c'est absolument pas ça que l'on voit. On voit qu'on a bien un progrès génétique quoi qu'il arrive, que ce soit en système irrigué ou en système plutôt pluvial, avec des pentes qui sont vraiment très très comparables en termes de valeur. Donc les sélectionneurs, à l'heure actuelle, sélectionnent bien leurs nouvelles variétés pour pouvoir répondre à ces deux grands types de milieux, on va dire, entre a priori bien pourvus en eau versus beaucoup plus contraints. Je vous le disais tout à l'heure, on a regardé la notion de précocité parce que c'est important et notamment vu les résultats rendement que l'on a dans la zone méridionale, il est important de savoir cette stabilisation du progrès génétique, par quoi elle peut être expliquée. Il y a notamment, donc vous le savez, il y a une relation quand même assez importante entre la précocité et le potentiel de rendement des variétés. Plus on va avoir un cycle long, et évidemment, sauf s'il n'y a pas d'accident, et plus le niveau de potentiel peut être élevé. Et en fait, ce qu'on voit depuis les années 2000, c'est qu'on a une précocification, une tendance à la précocification des variétés. Donc, on cherche des variétés qui sont moins tardives qu'à une époque. Alors, quand on regarde ce que ça donne par zone, on se rend compte que cette précocification est vraiment beaucoup plus marquée et vraie en zone méridionale qu'en zone septentrionale. Puisque finalement, il n'y a pas vraiment de raccourcissement de la précocité pour la zone nord. En revanche, pour les zones plus au sud, on a bien maintenant des variétés qui vous sont proposées qui sont plus précoces que celles que vous pouviez trouver autour des années 2000. C'est aussi pour une adaptation au changement climatique, où on sait que des variétés qui vont être très tardives, ça peut être un peu compliqué à positionner pour des raisons notamment de disponibilité en eau et d'assurance de pouvoir conduire ce type de génétique jusqu'au bout. Au niveau des humidités à la récolte, alors c'est très compliqué de regarder ça par cette variable-là parce que finalement, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt regarder en termes de temps thermique entre différents stades que vraiment des humidités à la récolte puisque nos essais sont récoltés idéalement à chaque fois à la même maturité. Donc là, on ne voit rien de particulier, on ne voit pas de tendance ni à la hausse ni à la baisse en termes d'humidité à la récolte pour les variétés plus récentes par rapport aux plus anciennes. Mais finalement, on ne peut pas vraiment répondre à la question de la précocification des variétés en termes de remplissage notamment, enfin en tout cas de dessiccation. Donc on va essayer de regarder ce que ça donne en termes de temps thermique, mais pour le moment, on l'a pas encore fait. Et puis sur d'autres caractères, comme la vigueur, la hauteur et la tenue de tige, donc la sensibilité à l'averse, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une amélioration, donc un progrès génétique sur la vigueur
au départ des variétés les plus récentes avec 0,02 points de gagné par an. Donc ça, c'est important hein, pour toutes les questions évidemment de conditions d'implantation un peu délicates qu'on peut avoir d'autant plus fréquemment maintenant par rapport aux années plus anciennes. Nous avons également une réduction de la hauteur de plantes, des plantes qui deviennent plus courtes, donc on perd entre guillemets en moyenne 0,18 cm par an. Et au niveau de l'averse, une stabilité. Alors, une stabilité, mais sur des niveaux qui restent faibles. Donc, c'est-à-dire que les variétés anciennes, globalement en moyenne, avaient déjà plutôt de bonnes tenues de tige. Et vous voyez qu'au final, les sélectionneurs maintiennent ce bon niveau de résistance à l'averse. Donc, pour résumer, en termes de progrès génétique, ce que vous pouvez retenir, c'est que les calculs que l'on a effectués montrent bien un progrès génétique en termes de rendement. Quand on prend toutes les zones et qu'on regarde le progrès continu, on est autour de 0,44 quintaux par hectare et par an. On a quand même un point d'inflexion qui s'est produit autour de 2016, donc qui a fait un peu bouger la pente de 0,56 à 0,25 quintaux par hectare et par an. Ce point d'inflexion est lié beaucoup au progrès génétique observé pour les variétés qui sont plutôt demi-précoces à tardives, donc les résultats qu'on voyait sur le graphique en bas à droite. Les pentes de progrès génétique sont similaires entre les régimes hydriques, qu'ils soient irrigués ou pluviales, et de même nature que le progrès génétique global, donc autour de 0,44 quintaux par hectare et par an. Alors bien évidemment, pour avoir ce progrès génétique dans les parcelles, il faut que les nouvelles variétés soient introduites en termes de pratique. Et la réponse à votre sondage avant la présentation de cette partie montre bien que oui, les nouvelles variétés sont bien intégrées, ils font bien partie progressivement du paysage français. Alors par contre, pourquoi est-ce que malgré ce progrès génétique, on voit que les rendements continuent à plafonner, voire à diminuer, les rendements dans la globalité? Il faut vous souvenir de ce qui a été présenté au tout début. On a une évolution climatique, des restrictions d'irrigation, des évolutions de pratiques et des évolutions réglementaires parfois qui agissent également sur le rendement. Donc finalement, heureusement qu'on a un progrès génétique en sorgho, vraiment pour la partie variété, car s'il n'était pas existant, les rendements baisseraient d'autant plus. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Malheureusement, il n'est pas suffisant pour pouvoir compenser toutes les autres évolutions en dehors de la partie variété. Et vous pouvez retenir aussi une légère précocification des dépliaisons, mais qui est bien plus marquée sur les variétés a priori plus tardives que sur les variétés précoces. En revanche, il faudra confirmer quand même sur la période semi-épiaison en regardant ce que ça donne en temps thermique et non en nombre de jours. Et puis, nous avons aussi une amélioration de la vigueur au départ et une diminution de la hauteur des plantes. Donc en fait, tous ces progrès génétiques sont vraiment attribués aux efforts de la sélection, hein, le travail des sélectionneurs qui essayent vraiment d'améliorer les variétés année après année pour pouvoir répondre aux problématiques qui sont présentes sur le terrain et aux règles d'inscription au catalogue officiel et notamment la réglementation française, enfin le catalogue français qui essaye vraiment d'avoir des règles qui permettent aux nouvelles variétés d'apporter un progrès par rapport aux variétés témoins. J'en ai fini pour cette partie progrès génétique. Bien, bonjour à tous, donc je suis Clément Gras, régional en Poitou-Charentes, sur une station entre La Rochelle et Niort, et on va se partager la parole sur les résultats variétés entre moi, Ophélie et Agnès. Et avant de passer aux résultats des variétés, on voulait vous proposer quelques slides d'introduction, mais que je vais passer vite pour rappeler par exemple le réseau d'évaluation des variétés de sorgho. Donc, si on repositionne le réseau d'inscription des variétés, donc pour le fourrage et pour le grain, c'est valable. C'est un réseau un peu particulier puisqu'il est commun à l'inscription et à la post-inscription. Donc, concrètement, dans les essais, on a les variétés évaluées à l'inscription en France, les variétés à évaluer à la post-inscription et les variétés probatoires à la post-inscription. Donc, c'est-à-dire, en gros, les variétés européennes évaluées 1 an et intégrées dans le réseau sous la demande de l'obtenteur. Et nous, aujourd'hui, on vous présente les résultats des variétés en post-inscription et les probatoires dans les résultats qu'on va vous présenter ensuite.
Et donc, si on se positionne sur ce dont on va parler vraiment dans dans cette matinée, eh bien, on a différents types de sorgho et différents usages. Donc, les monocoupes et les multicoupes. Les multicoupes, on va pas du tout en parler, Agnès l'a dit tout à l'heure. Et dans les monocoupes, on a le fourrage avec les types grains, les mâles stériles, les photopériodes sensibles, avec des usages en industrie en ensilage. Et nous, ce dont on va parler là dans ce début de la présentation, c'est vraiment les monocoupes grains, récolte grains, pour une utilisation grain. Et donc, sur cette dernière slide d'introduction, on voulait rappeler aussi la disponibilité en température et les besoins de la culture. Donc, sur cette carte, on a représenté les sommes de température moyenne en base 8,34 entre le 20 avril, 1er mai ou le 10 mai en fonction des régions jusqu'au 15 octobre. Et ça permet de positionner quelle gamme de précocité à positionner en fonction des différents territoires. Donc, vous avez en vert les zones qui vont être justement propice à la préconisation du groupe septentrional et en orange les variétés du groupe méridional. Et on voit qu'il y a une petite différence de couleur avec un orange clair ou un vert clair qui correspond justement à des variétés plutôt de début de groupe et le plus foncé qui correspond à plutôt des, euh, des fins de groupe. Et donc ça permet d'orienter le choix des gammes de précocité par secteur géographique. Enfin, avant de commencer justement dans le concret avec les résultats des différentes variétés, en 2025, sur cette carte sont représentant l'ensemble des essais qui ont été mis en place en 2025. Et en bleu, vous avez justement les essais de la zone septentrionale et en jaune, les essais de la zone méridionale. Et on a une différence entre les essais, vous voyez les losanges correspondant aux essais en potentiel élevé et les triangles, les essais en potentiel modéré. Euh, Ce qu'il y a à retenir concrètement sur cette carte, quand même, en 2025, c'est qu'on voit beaucoup d'essais abandonnés qui sont en lien avec des problèmes d'implantation, des problèmes de sec et d'élevés hétérogènes qu'on a pu connaître notamment dans la zone septentrionale et qui nous ont conduit à justement regrouper les essais entre potentiel élevé et les potentiels modérés. Donc, si on commence par les résultats des variétés de sorgho grain pour le groupe septentrional, à gauche, vous avez la liste des variétés expérimentées en post-inscription et probatoire en 2025. Donc, sur les variétés de référence, on va s'intéresser plus particulièrement pour les plus précoces à Sina et Erskine, et pour les plus tardives, on va s'intéresser plus particulièrement à RGT, Dodge et Armoric. Et ensuite, on va essayer de positionner les nouvelles variétés par rapport à ces références. Et les nouvelles variétés, on peut citer en première année de post-inscription Mojave, Harmony et RGT Ferguson. Et les variétés en probatoire à la post-inscription, eh bien, on a la variété Riviera. Et à droite, vous avez la carte justement de rappel de positionnement des essais. Mais pour la suite des slides, on vous propose du coup une étude des variétés en 4 temps qui doit vous guider justement sur votre choix variétal. Et tout d'abord, on va positionner les variétés eh bien, en fonction de leur précocité épiaison et humidité à la récolte dans la gamme septentrionale. Donc ça permet de bien positionner quelle variété dans quel contexte finalement. Ensuite vient la question du rendement. Donc, on va regarder la performance de ces variétés en termes de rendement net pour l'année 2025. Et enfin, l'important, c'est aussi la régularité, donc de voir cette performance, si elle est stable entre années. Donc, on s'intéressera à ça ensuite. Et enfin, dernière chose, on peut regarder justement les critères agronomiques de ces variétés pour voir si finalement les variétés qu'on a choisies n'ont pas de gros défauts identifiés, notamment sur des questions de verse ou de vigueur au départ. Donc effectivement, si on commence par notre première étape de la définition des précocités des variétés pour les positionner dans les différents environnements cités précédemment là sur la carte avec les couleurs, eh bien, on peut regarder ce graphique qui présente les précocités à épiaison et les humidités à récolte en pluriannuel. Donc c'est pas 2025, c'est du pluriannuel. Et si on a en ordonnée justement l'humidité à la récolte en écart à la moyenne, et en abscisse, on a l'épiaison en écart à la moyenne des variétés. Euh,
Et donc, si on se concentre par exemple sur le carré en bas à gauche, on a finalement les variétés qui sont précoces en termes d'humidité à récolte et précoces à épiaison. Et dans ce carré, on a nos variétés de référence, donc Sinaï et Arski qui sont ici. Et si on regarde les nouvelles variétés, comment ils se positionnent par rapport à celles-ci, on a Harmonie qui justement se positionne parfaitement entre Sinaï et Arski. Ensuite, on a Arctic qui est une deuxième année de post-inscription qui se rapproche de Sinaï, Armael qui se rapproche d'Arski. Ensuite, on a des variétés comme Nabim et Ardouane qui sont plutôt finalement des variétés de milieu de groupe. Ensuite, on peut citer également RGT Ferguson, qui est une nouvelle variété. Et là, pour le coup, elle se classe dans une catégorie où elle est précoce à l'humidité à la récolte, plus tardive, pardon, en termes plus tardive en termes d'humidité à la récolte, mais plutôt précoce sur les piaisons. Et enfin, dans le carré en haut à droite, on a les variétés qui sont tardives et tardives, donc tardives sur les questions d'humidité à récolte, mais également des piaisons. Et donc là, on retrouve nos variétés de référence, Armoric et Dodge. Et si on regarde les nouvelles variétés par rapport à celles-ci, eh bien, on retrouve Riviera et Mojave qui finalement se positionnent très proches de la variété armorique sur ces deux critères présentés. Donc voilà concernant la définition des précocités des variétés. Ensuite, si on s'intéresse maintenant au rendement, ou en tout cas la performance des variétés dans le contexte de l'année 2025, eh bien ce graphique rappelle les rendements en ordonnée en pourcentage de la moyenne générale et en abscisse l'humidité des grains à la récolte. Et là, vous avez également les courbes de couleur qui représentent les rendements nets. Et donc, ça permet de regarder, par exemple, si on prend l'exemple de Arabesque et RGT Dodge, eh bien, en termes de rendement net, elles ont les mêmes performances économiques, puisque après prise en compte des freins et de coûts de séchage, on se rend compte qu'économiquement, c'est aussi valable Arabesque que Dodge, puisque Dodge a une humidité à la récolte un peu plus élevée, mais qui est compensée par son rendement un peu plus élevé qu'Arabesque. Donc voilà comment on peut lire ce graphique. Et si maintenant on reprend un petit peu cette histoire de précocité qu'on a évoquée tout à l'heure, donc parmi les variétés les plus précoces, euh, on peut positionner les nouvelles variétés par rapport à nos références, donc nos références qui sont Sinaï et Arski. Déjà, entre Sinaï et Arski, on peut voir justement ce gap de progrès génétique entre Arski, qui est une variété inscrite en 2013, et Sinaï en 2022. On voit ce gap de progrès génétique. Et ensuite, dans les nouvelles variétés, on peut voir que justement Arctic et Armael se retrouvent finalement dans des rendements nets assez proches entre ces deux variétés, à un peu au milieu en termes de performance, en termes par rapport à nos variétés de référence, donc Arski et Sinaï. Ensuite, on a Harmonie et Namib qui se retrouvent assez proches des performances de Sinaï en termes de rendement. Ensuite, pour les variétés plus tardives, donc si on les compare, on compare les nouvelles variétés par rapport aux variétés de référence qui sont RGT Dodge et Armoric, on peut citer dans les nouvelles variétés RGT Ferguson, Mojave, Riviera. Et là, on peut voir que finalement, ces trois variétés se retrouvent assez proches d'une même ligne de rendement net. Donc, elles sont proches en termes de performance en rendement net, mais elles sont largement au-dessus des variétés de référence qu'on a pu citer, que sont Armoric et Dodge. Et donc là aussi, on voit le gain de progrès génétique des nouvelles variétés par rapport à des variétés anciennes qui ont été inscrites en 2014 pour Armoric et Dodge. Donc voilà pour cette question de performance dans le contexte de l'année 2025. Mais maintenant, si on s'intéresse à la régularité des variétés sur les 3 dernières années, vous avez ce graphique qui présente le rendement en pourcentage de la moyenne à gauche et ensuite les différentes variétés en abscisse. Et donc à gauche, vous avez les variétés de référence, donc de arabesque jusqu'à Arski.
tout ça, c'est les variétés de référence. Et donc, si on regarde la régularité des variétés dans ces variétés de référence, ce qui ressort, c'est Sinaï. Tout d'abord, Sinaï, sur les 3 dernières années, on voit une grande stabilité malgré un contexte, ou en tout cas des années climatiques très contrastées. Ensuite, on peut retenir également RGT Dodge et Armoric qui sont également très stables performantes et stables sur ces 3 dernières années. Et ensuite, après ARSKI, les variétés sont classées dans l'ordre des années d'inscription, donc des plus vieilles aux plus récentes. Et du coup, si on s'intéresse parmi les variétés les plus récentes, il y a Namib et RGT Cambridge qui ressortent sur ce critère de stabilité, en tout cas de régularité du rendement, de la performance du rendement sur ces 3 dernières années. Et ensuite, sur vraiment les toutes dernières, donc on peut citer RGT Ferguson et Mojave. Là, on voit que ces 2 dernières variétés inscrites récemment, elles sont performantes en termes de rendement, mais aussi extrêmement stables sur les 3 années climatiques, comme on a dit, qui étaient plutôt contrastées et du coup plutôt intéressantes. Donc voilà, sur ces questions de stabilité, ensuite vous retrouverez justement dans la présentation les différents critères. On a dit qu'on pouvait regarder en dernière partie les critères agronomiques des variétés pour voir s'ils n'avaient pas de gros défauts, notamment sur la vigueur, sur la verse à maturité. Donc là, c'est la synthèse des données 2025, vous la retrouverez dans la présentation. Mais je pense que sur les critères agronomiques, on peut regarder la synthèse pluriannuelle qui me paraît plus pertinente et qui permet de juger sur ces questions de critères agronomiques, où vous avez les notes de vigueur au départ des différentes variétés en pluriannuel et les notes de verse des différentes variétés également en pluriannuel, et ce qui permet d'identifier justement des variétés qui auraient tendance à avoir une variabilité, notamment par exemple sur la tenue de tige plus importante. Et là, on peut citer par exemple Sinaï ou RGT Beluga qui ont des notes de verse plutôt aléatoires en fonction des années qui ont été testées sur ce critère. Mais voilà pour la partie septentrionale, et maintenant je vais laisser la parole à Ophélie pour le groupe méridional. Bonjour à tous. Je suis donc Ophélie Boulanger, régionale en Rhône-Alpes. Je vais vous présenter sous le même format que l'a fait Clément les résultats des variétés du groupe méridional. Donc, vous voyez ici la carte avec en jaune les sites d'essais de variétés méridionales cette année. Vous voyez que comme pour le groupe septentrional, il y a eu plusieurs essais abandonnés ou qui n'ont pas pu être retenus pour le rendement, ce qui fait qu'on n'a qu'un seul essai en potentiel modéré. Et donc, on n'a pas pu cette année séparer dans l'analyse les essais de potentiel modéré et potentiel élevé. Et donc, comme en groupe septentrional, tous les essais ont été regroupés. Pour ce qui est des variétés qui ont pu être testées, on a les deux variétés rappel de la zone septentrionale que sont RGT Dodge et Armoric qui permettent de situer les précocités et de valider que les variétés sont bien positionnées dans le bon groupe. De la même manière, la variété Arcane qui marque la borne de début de groupe méridional. Et ensuite, parmi les références qu'on teste, on a RGT Hugo, ES Chamal, Ariane, Gustave ou ES Monsoon qui sont très connus. Et puis, on teste également des nouveautés. Cette année, en première année de post-inscription, on avait 4 variétés, donc la variété Karoo, RGT Armstrong, RGT Guardian et Romy, dont on va évaluer les performances par rapport aux références. Donc, même format que pour les variétés septentrionales, pour la partie précocité des variétés en pluriannuel. En abscisse, la précocité à épiaison avec les variétés les plus précoces à épiaison, les plus à gauche, et plus à droite, les variétés plus tardives à épiaison. Et en ordonnée, la précocité à la récolte en écart à la moyenne en termes d'humidité récolte. Plus on est en bas, plus on est sec à la récolte, plus on est en haut, plus on est humide à la récolte. Donc on voit que de la même manière que les variétés septentrionales, on a une corrélation entre les deux, ce qui est assez logique. Plus on est tardif à épiaison, plus on a tendance à être tardif à la récolte. Mais on a quelques
quelques variétés qui se distinguent un petit peu de cette tendance, notamment par exemple la variété Argenta qui a tendance à être très sèche à la récolte vu sa précocité et piaison par rapport aux autres. En pluriannuel. Hein. On a aussi un petit groupe ici, ES Monsoon, Armelia, RGT Hugo, qui ont tendance à être plus tardives à la récolte que d'autres variétés qui épient à la même date, donc un peu plus humides à la récolte. Et inversement, ici, un autre petit groupe, Armi, Aria, RGT Alligator, qui ont tendance à être relativement tardives à épiaison, mais à peut-être sécher un peu plus vite en fin de cycle, puisqu'on atteint des humidités récoltes qui sont un peu inférieures aux variétés qui épient à la même date. Donc on peut distinguer de la même façon des variétés un peu de début de groupe avec RGT Figaro, Arcane, Margot, RGT Guardian, Argenta. Un gros milieu de groupe ici, ES Monsoon, Hugo, Chamal, Diadème, Romy, Carou. Et puis des variétés qu'on peut considérer un peu plus de fin de groupe qui demandent d'être certains d'avoir une offre thermique suffisante pour faire le choix de les implanter en lien avec la date de semis possible également. Donc là, on a RGT Gustave, Anguille, RGT Légende, Ariane dans cette zone-là. Si on passe à la partie rendement, donc là on a le rendement exprimé sur la base des essais 2025 uniquement, en rendement par rapport à des courbes de rendement net comme l'a présenté Clément tout à l'heure. Donc le rendement brut atteint par la variété cette année en pourcentage de la moyenne générale de l'essai, et en ordonnée l'humidité du grain à la récolte, avec les courbes d'iso-rendement après prise en compte des freintes et coûts de séchage. Certaines variétés font un peu plus de rendement, mais quand on déduit les coûts de séchage, finalement, leur rentabilité économique, tant qu'elles sont sur la même courbe, va être la même que d'autres variétés situées un peu plus à gauche, donc un peu plus sèches à la récolte et un peu moins productives. Donc nous, ce qu'on recommande, je vous parlais de précocité juste avant, c'est de bien, en premier lieu, se situer en termes de quel niveau de précocité on peut viser en fonction de l'offre thermique disponible sur son territoire. Pour cela, se référer à la carte que Clément a présentée tout à l'heure. Et puis ensuite, dans un groupe un sous-groupe, on va dire, de précocité donnée, s'intéresser à la question de la productivité et essayer d'aller choisir une variété productive sans gros défauts agronomiques majeurs. Parce que si on regarde que du côté de la productivité, on est vite tenté d'aller parfois regarder des variétés peut-être un peu trop tardives pour sa zone. Donc sur la base des résultats 2025, ce qu'on voit déjà, c'est que nos deux variétés rappel du groupe septentrional sont bien moins productives que celles du groupe méridional, ce qui, sans surprise, rappelle que quand on a l'offre thermique suffisante, on a tout intérêt à aller chercher des variétés du groupe méridional. Si on regarde du côté des débuts de groupe par ici, on a Argenta qui se positionne très bien cette année, RGT Guardian intéressante également. RGT Alligator, pour aller viser des marchés particuliers, fait aussi partie de ce début de groupe. En termes de milieu de groupe, on a la variété Armelia qui se positionne très très bien, enfin qui est très élevée en rendement, et puis cela depuis plusieurs années. RGT Légende également, Arvel, qui sont très productives. Ensuite, on a tout un groupe de niveau de productivité tout à fait intéressant. Et si on regarde du côté de la fin de groupe pour les offres thermiques les plus importantes, on peut aller jusqu'à Sandy ou alors ES Monsoon, ES Chamal, qui sont aussi des variétés qui ont fait leurs preuves et qui sont très intéressantes. Si on regarde le positionnement maintenant des nouveautés inscrites en 2025, qu'on a cité tout à l'heure, on voit qu'elles sont plusieurs à se situer autour de cette courbe pointillée qu'on a rajoutée. RGT Armstrong, RGT Guardian et puis Karoo qui est juste en dessous n'ont pas exactement le même niveau de productivité, mais quand on ramène le résultat économique après déduction des frais de séchage, elles sont équivalentes en termes économiques. Elles sont équivalentes aussi à la variété RGT Gustave, qui est très connue en 2025. Et puis on a Romy qui se positionne juste au-dessus. Donc voilà, on peut conclure que les 4 nouveautés se positionnent à peu près entre les variétés Gustave et Ariane, qui sont des références connues. Si on passe à l'analyse des rendements en pluriannuel cette fois, donc 2023, 2024, 2025, en post-inscription ou avec les résultats CTPS pour les variétés les plus récentes, on exprime le rendement en pourcentage de la moyenne de l'essai en ordonnée. De la même façon que tout à l'heure, on a nos deux rappels du groupe septentrional à gauche,
Donc, on voit à nouveau qu'on a un gap de précocité assez important avec le groupe méridional. Quand l'offre thermique est suffisante. Ensuite, on a nos références qui sont plutôt positionnées à gauche aussi, et puis les nouveautés à droite du graphe. Donc, parmi les variétés qui se distinguent en termes de régularité en pluriannuel, on a Ariane, RGT Gustave, Armille, qui sont productives et régulières. Armélia, qui se détache vraiment en termes de potentiel et qui en plus confirme sur 3 années qu'elle a un potentiel élevé et régulier. On avait Argenta tout à l'heure qui était très intéressante en 2025 sur la partie début de groupe. Attention, parce qu'en 2023 et 2024, elle était légèrement en dessous, elle a une petite variabilité, donc être quand même prudent sur l'interprétation du résultat 2025. RGT Légende qui est productive et qui est régulière aussi. Et puis sur la partie début de groupe, RGT Figaro qui est comme un début de groupe, donc un petit peu moins productif, mais par contre régulier dans ses résultats. Et puis Arvel, très productif et très régulier. Si on s'intéresse à nos 4 nouveautés, globalement, on a RGT Armstrong qui est ultra régulier sur 3 ans, Karoo très régulière aussi, Romy qui en 2025 confirme son résultat de CTPS2, avec une bonne régularité ces 2 dernières années, et RGT Guardian, pareil, début de groupe, un petit peu plus de variabilité, donc à confirmer en 2e année de post-inscription l'an prochain. Donc, de la même manière que pour le groupe septentrional, vous aurez accès avec la présentation à la synthèse des données 2025 un petit peu plus détaillée. Mais de la même manière, je pense que c'est plus intéressant d'aller regarder côté pluriannuel où de la même manière, vous y aurez accès, vous pourrez regarder. Une des informations qui est disponible ici, c'est la couleur du grain, qui est un facteur qui est demandé pour certains marchés. Dans la liste méridionale, on n'avait qu'une seule variété à grain blanc cette année, c'est la variété RGT Alligator, qui est demandée pour des marchés d'oisellerie notamment parfois. Et une particularité dans les nouveautés de l'année, c'est que RGT Guardian et RGT Armstrong sont des variétés à grain jaune. Donc c'est à noter. Vous avez accès ici aux notes de verse qui sont plutôt bonnes pour la plupart des variétés. On met juste un tout petit point d'attention sur la variété Armélia qu'on a vu tout à l'heure être ultra productive et régulière. Ça peut être sa toute petite limite. Donc la verse n'est pas un énorme problème en général en sorgho, mais dans des situations à risque connues, peut-être être prudent sur cette variété. Et vous avez également accès à la note de vigueur qui, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, a tendance à augmenter et à s'améliorer avec le progrès génétique, ce qui est une excellente nouvelle. Et on a des nouveautés qui se positionnent très bien sur ce critère avec RGT Guardian qui est très bien noté, RGT Armstrong aussi, RGT Figaro qui est en 2e année d'évaluation qui est également très bien noté. Donc voilà, vous pourrez étudier ces caractéristiques dans la présentation qui vous sera fournie. Et je vais laisser la parole pour la suite à Agnès pour la partie sorgho monocoupe. Tout à fait. Donc, ceux qui sont venus à ce live technique pour du sorgho fourragé, merci de votre patience. C'est maintenant que ça se passe. Donc là, on va bien aborder la partie fourragé, sorgho fourragé, monocoupe et uniquement monocoupe. Donc, ce qui est important quand on choisit sa variété pour ce type de débouché, c'est avant tout la valeur énergétique, parce que, et notamment à travers la teneur en UFL, puisque en fonction du niveau, enfin en tout cas du type d'animaux sur lesquels on travaille, on va avoir des objectifs de valeur énergétique qui vont être assez différentes, en tout cas des besoins qui vont être assez différents. Et puis pour le sorgho, on a aussi une composante de la valeur énergétique qui est importante, c'est la part d'amidon versus part de sucre soluble qu'il peut y avoir dans les différentes variétés. Donc on va voir les résultats que ça donne en suivant. Mais ça, à noter que le sorgho fait partie des céréales assez intéressantes sur cet aspect-là, puisque finalement, en termes de fourniture d'énergie, on peut très bien avoir des stratégies qui ne sont pas uniquement basées sur de l'amidon, mais également sur des sucres solubles. Donc en fonction de la composition de la ration, le sorgho peut vraiment être une alternative intéressante pour éviter d'avoir des teneurs en amidon très élevées dans les rations.
Et puis alors, le sorgho fourragé monocoupe présente une très grande diversité phénotypique puisqu'on a des variétés qui peuvent être mal stériles, donc c'est-à-dire que on a bien des panicules qui sont présentes, mais par contre qui sont dépourvues de pollen. Donc ce sont des variétés qui au final vont avoir pas du tout, très très peu d'amidon, puisqu'il n'y aura pas de formation de grains. Et puis on a des sorgho qui sont sensibles à la photopériode, donc on appelle PPS, qui en fait, sont des sorgho qui ont besoin, de certaines conditions de jours longs pour pouvoir, initier des panicules et en fait en France, ils ne trouvent pas ces conditions et donc, il y a une très faible production de grains, puisque la panicule, a du mal à se voir et donc pour ces 2 types-là, que ce soit les mâles stériles ou les photopériodiques sensibles, la teneur en matière sèche en amidon sont souvent plus faibles. Alors on dit bien souvent, ça va dépendre évidemment des variétés, il peut y avoir une certaine diversité, mais c'est souvent plus faible pour ces 2 types génétiques. Et puis, il est à noter aussi qu'il y a un caractère dont vous pouvez entendre parler, qui est le caractère BMR. Donc, en fait, c'est sur la feuille, on a une nervure centrale brune. Et ces variétés qui présentent ce caractère ont des gènes associés qui entraînent une teneur en lignine qui est moins importante. Donc, ce qui peut jouer derrière sur la valorisation en fourrage et sur la composition en termes de valeur énergétique. Voilà, bon ça c'était pour les aspects un peu généraux sur le sorgho, monocoupe et avoir en tête en fait la diversité, des types variétaux qui peuvent exister. Au niveau du réseau d'évaluation, donc c'est un réseau qui a lieu tous les ans. Ce que vous pouvez avoir en tête, c'est qu'il y a une douzaine, d'essais. On va regarder, évidemment tout un tas de caractères qu'on verra par la suite et donc vous avez la carte de France, hein, qui permet de situer un petit peu, où sont chaque année les essais. Donc vous avez quelques essais qui sont plutôt, sur l'équivalent de la zone septentrionale, pour le sorgho grain et puis des essais plutôt sud, Rhône-Alpes, sud-ouest Rhône-Alpes. Voilà. Au niveau de la liste variétale, donc les variétés qui ont été évaluées en 2025, comme pour le grain, vous retrouvez donc des variétés de référence qui vont avoir des profils, en tout cas rapport rendement UFL, qui vont être différents. Donc on a RGT Swing, Amigo, Orphée, Vega, Rutil et Nutrigrain. Donc on verra comment elles se positionnent ces différentes variétés en termes de profils, notamment UFL et rendement. Pas mal de variétés qu'on connaît déjà depuis au moins 4 ans, donc qui sont présentes dans le milieu du tableau. Puis parmi les variétés les plus récentes, 2 variétés en 3e année de post-inscription, RGT Galactique BMR, qui comme son nom l'indique a le caractère BMR, et Pandore. KVS Callisto qui a été évalué pour la 2e année en post-inscription, et puis 3 variétés qui étaient en réseau probatoire, donc des variétés inscrites ailleurs en Europe qu'en France, ADV F8322, SBS 001 et Sugar Graze. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de performance, donc je rappelle, hein, en sorgho fourragé, bien évidemment, le côté productivité a son importance, mais il ne faut surtout pas oublier la partie UFL, qui reste le premier critère de choix, en tout cas pour déjà définir la typologie de variété en termes de valeur énergétique qui peut nous intéresser en fonction de la façon dont on souhaite introduire le sorgho dans les rations et le type d'animaux que l'on cherche à nourrir. Donc quand on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau des variétés, donc quelque part on peut avoir 3 groupes, des variétés qui vont vraiment avoir des niveaux d'UFL plus élevés que la moyenne. Donc en termes de référence, c'est le cas de Orphée et Nutrigrain. On retrouve également Arigato, hein, voilà, qui sont des variétés avec des forts niveaux d'UFL, mais des productivités qui sont inférieures aux autres typologies. Et quand on regarde parmi les variétés les plus récentes, on peut noter RGT Galactique BMR et Pandore, qui sont très proches des performances en termes de rapport UFL rendement d'une variété comme Nutrigrain. Parmi les variétés qui ont été évaluées pour la première fois cette année, donc des variétés européennes, on trouve SBS 001 qui finalement, pour un niveau de productivité proche de Big Ben, a plutôt des UFL un petit peu inférieurs, plus proches de la moyenne. À l'inverse, quand on regarde les variétés qui sont plutôt typées très productives, mais qui ne sont pas forcément là pour apporter vraiment une valeur énergétique élevée, on a la référence Amigo, des variétés qu'on connaît très bien aussi comme Sucro 506 et Gigante, plus en retrait, alors sur le même type de valeur du FL, mais par contre avec des productivités moindres, on retrouve KVS Callisto et KVS Juno. Et puis, vous avez parmi les variétés qui ont été évaluées pour la première année, là, ADV F83 22 et Sugar Graze, qui finalement sont un peu dans la moyenne en termes de rendement comme en termes d'UFL.
Ce qu'on peut noter, c'est des variétés avec des profils qui sont assez intéressants. Donc, il y en a 3 et notamment 2 là, ES Hyperion, Émeraude et Rutile. Parce que finalement, un peu à l'instar de Sugar Graze, finalement, quand on regarde la façon dont elle se positionne, pour ES Hyperion notamment, vous êtes sur des niveaux d'UFL qui sont très proches de variétés très connues comme Vega et RGT Swing, donc plutôt de bons niveaux d'UFL. Pas les meilleurs, en tout cas de bons niveaux d'UFL. Et vous voyez qu'en termes de productivité, elles apportent, que ce soit Hyperion ou Émeraude, elles apportent quand même un plus en termes de rendement pour des valeurs d'UFL qui peuvent rester totalement correctes quand on a des besoins en valeur énergétique plutôt moyennes. Quand on regarde la composition de la source d'énergie, donc pour chacune des variétés, est-ce qu'on apporte plutôt de l'énergie sous forme d'amidon ou plutôt sous forme de glucides solubles? Donc, si on commence par l'amidon, vous avez des variétés. Donc, parmi les variétés de référence, Orphée, Vega, RGT Swing sont vraiment typées grains. Ça fait partie des variétés qui ont les plus forts pourcentages en amidon. C'est également vrai pour Pandore, RGT Big Ben, Argentor 151 DP, qui est une variété européenne qui est évaluée déjà depuis plusieurs années dans le réseau de post-inscription. Jasp aussi, typé amidon. Et puis, des variétés qui sont un petit peu moins, un peu moins amidon, comme Arigato, la variété récente RGT Galactique BNR, ADV F83 22. Et puis là, vous avez les 3 variétés de chez KVS, donc Juno Callisto et Phoenixus, qui sont des variétés plutôt typées productives. Par contre, pour les variétés qui apportent vraiment de l'énergie sur la base des glucides solubles, en termes de référence, vous pouvez avoir en tête Rutile. On a Sugar Graze qui est très proche en termes de composition d'énergie de Rutile. SBS 001, également très typé glucides solubles et nettement moins en termes de grains. Et puis les 2 variétés là dont je parlais tout à l'heure, qui amènent à la fois de l'UFL et du rendement, Émeraude et Hyperion, qui sont pas forcément les plus chargés en amidon. Donc ça, ce sont toutes les variétés qui sont plutôt typées glucides solubles. Ça peut être intéressant si on a déjà des rations qui sont assez chargées en amidon pour éviter les risques d'acidose. Voilà. Donc après, des variétés typées grains peuvent totalement correspondre aux besoins. C'est vraiment très très dépendant de la composition de la ration qui est souhaitée. Ce dernier graphique, il permet un peu de reprendre les 3 critères majeurs pour choisir les variétés, à savoir la productivité, le niveau de rendement, la précocité, donc là, qui est exprimée en écart à la récolte, précocité à la récolte en écart à la moyenne, et la couleur des bulles et la taille des bulles représentent l'UFL. Voilà. Donc finalement, ça permet assez rapidement de voir par niveau d'UFL. Donc si on prend le cas des variétés les plus aux UFL les plus élevés, on voit la variété vraiment tardive Nutrigrain qui est un peu en deçà en termes de niveau de productivité pour la même catégorie d'UFL que les autres variétés, mais qui amène plutôt un côté tardif. Et puis, Jasp, Pandore et RGT Galactique BMR, qui pour cette catégorie d'UFL amènent le plus de productivité et amènent de la précocité. Quand on regarde plutôt sur les variétés qui vont être intermédiaires en termes d'UFL, en tout cas sur des niveaux moyens, vous avez parmi les variétés très précoces des variétés comme RGT Swing et KVS Flavius, qui vont être un peu plus limitées en termes de productivité que des variétés plus tardives comme Émeraude, Rutile et ES Hyperion. Et puis sur les variétés qui sont vraiment typées productives, donc avec de faibles valeurs énergétiques, parmi les variétés très précoces, on retrouve Amigo, KVS Juno, KVS Callisto, Phoenixus qui est plus en retrait en termes de productivité. Et pour les variétés qui sont plus tardives, on a de référence Sucrose 506 et Gigante. Quand on regarde la régularité en termes de productivité des différentes variétés, alors je vais passer assez vite, je vais me concentrer plutôt sur les variétés assez récentes, car vous voyez que globalement, elles sont souvent beaucoup plus stables que les variétés les plus anciennes, alors ce qui n'est pas forcément toujours vrai, si on prend le cas de S Hyperion. Mais globalement, on peut noter que ce soit Pandore, RGT Galactique BMR ou KVS Callisto, qui sont présentes depuis 3 ans, on est vraiment sur une très forte régularité en termes de performance comparativement aux autres variétés.
Et ADV F8322, donc qui était une variété probatoire qu'on avait également l'année dernière, qui a présenté le même type de résultat cette année. Et puis évidemment pour les 2 variétés qui sont là que depuis un an, on n'a pas pu évaluer ça. Donc en tout cas, vous pouvez retenir que voilà, les variétés comme RGT Galactique, BMR et Pandore, plutôt typées UFL, présentent une bonne régularité en termes de niveau de productivité. Comme pour le grain, vous avez un tableau synthétique des résultats 2025, donc qui seront à disposition. Vous pourrez regarder en détail. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur d'autres caractères, comme la vigueur au départ, on peut noter des variétés avec de très bonne vigueur, que ce soit Amigo, Gigante, KVS Phoenixus, KVS Juno, KVS Callisto, RGT Swing, Sucro 506 et 001. Quand on est, alors évidemment, on n'a pas de grosses problématiques non plus avec les autres variétés, à faire peut-être un petit peu attention à Pandore et Nutrigrain, mais globalement, on est sur des notes totalement correctes. Et quand on regarde en termes de verse, attention pour les gros gabarits, hein, on sait qu'en termes de verse, ça peut chahuter le sorgho fourragé monocoupe. Donc, ça peut être intéressant de regarder un peu ce qui caractérise les variétés sur ces critères. En tout cas, ce qui distingue les variétés à gros gabarits sur ce critère. Ensuite, ça a déjà été dit d'ailleurs dans le chat, mais donc il y a un choisir qui est publié chaque année et qui devrait arriver prochainement, une fois qu'on y aura travaillé, qui est publié courant février, début mars, dernier délai, où vous trouverez les résultats variétés, également du désherbage et des petits points sur l'itinéraire, que ce soit sur la fertilisation, l'implantation, etc. Et puis le dépliant, là aussi ça a été mentionné, hein, qui reprend tous les produits autorisés sur sorgho, les aspects réglementaires et les efficacités telles qu'elles sont évaluées dans nos essais. Voilà, une diapo sur vos interlocuteurs en région. Vous en avez rencontré certains d'entre eux ici aujourd'hui, mais donc pour chaque secteur, vous avez un contact privilégié qui peut répondre à vos questions sur le sorgho et son adaptation dans votre région. Donc voilà, vous avez vu aujourd'hui Ophélie, il y avait aussi Clément qui était connecté, Bastien également. Mais voilà, vous avez d'autres interlocuteurs, je vous laisse découvrir leurs coordonnées. Elles sont aussi présentes, les coordonnées des régionaux, hein, dans les éditions Choisir et aussi sur notre site internet. Donc voilà, c'est fini pour ce live. Merci beaucoup encore pour votre participation et à très bientôt.